Bonsoir tout le monde, Germain, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bienvenue dans la petite grosse brune. Oui, nous avons quitté le Mercedes-Benz Sprinter électrique pour revenir à nos anciennes amours dans le brun. Dans le brun. Puis on se faisait la remarque, chaque fois qu'on ouvre la porte de la Pacer pour se glisser dedans, ça sent le vieux. Oui, mais... Il y a une espèce d'odeur caractéristique des vieilles autos américaines, et particulièrement les Chrysler puis les AMC. Je ne sais pas pourquoi, mais tu ouvres la porte, là, puis ça sent les réfrigérateurs jaune moutarde, là. Ben, tu sais, mon Le Baron, l'été, ça fait deux étés, là, 2 ou 3 étés que j'ai la voiture. Je mets des feuilles de Bounce pour essayer de changer l'odeur ou l'améliorer. Il n'y a rien à faire. Peut-être qu'un lavage là, en profondeur, ça pourrait peut-être lui faire du bien. Mais effectivement, ça sent le vieux garde-robe. Oui, exactement. Je me souviens, de cèdre. Je me souviens, oui, c'est ça. Je me souviens d'une époque lointaine où ils vendaient au Canadian Tire des petits volants en plastique que tu clippais dans tes grilles d'aération, à l'intérieur desquels il y avait plein de petites capsules de sambon. C'était comme des mini sapins sambon en série. Puis, bon, évidemment... Qui étaient projetés par la ventilation. Puis, tu faisais passer le vent à travers, puis ça sentait un peu dans l'auto. Mais ça c'était des petites capsules, des petites rondelles super concentrées, mais clippées dans une chose de plastique. Bon. Puis nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait décapsulé l'espèce de volant, puis on avait pris les rondelles, puis on avait droppé ça direct dans les trappes de ventilation de la Celica. De quel véhicule? Ouais, de la Celica à un de nos amis. Ça a senti pendant 1 an, c'était épouvantable. Puis, tu sais, pas de façon de régler le problème, là. C'est rendu dans le fond du dash, là. Il l'a pas trouvé drôle. Vous étiez des petits garnements? Oui, c'est ça. Oh, on a fait pire, je pense, mais celle-là, je m'en souviens parce que même nous, quand on embarquait dans son auto, ça nous écœurait. Même nous, on était fâchés contre nous-mêmes parce que ça nous écœurait. Fait qu'imagine lui. Bon. Bref. Fait que c'est un bien pour un mal que ça sente un peu le vieux dans la PSA. C'est ça. Mais heureusement, à la maison, les gens ne sentent pas ça. Ils nous voient, ils nous entendent, mais ils sentent pas l'odeur. Et toi, comme t'as un odorat de... Ben, plus ou moins fonctionnel. Ouais, c'est ça. Oui. Ben, c'est juste moi qui le subis. Ben, je sens quand même le vieux, mais ça m'affecte peut-être un peu moins. OK, parfait. Bon, on va parler de plein de choses. Tu nous mets les commentaires? Oui, bien sûr, absolument, parce que là, je ne sais pas qui est avec nous. Ben oui, c'est Voici, important. voilà. Et là, les gens vont encore nous dire qu'ils sont en Floride, à Punta Cana, au Costa Rica, n'importe où sur une plage, pendant que nous, ben... On va essayer après de prendre une remorque dans un on va essayer de prendre une remorque dans un banc de neige. Ça va être super agréable parce que, il y a de la neige. Il y en est tombé pas mal. Il y en est tellement tombé. Tu sais, le banc, là, c'est pas juste un tabouret de neige, là. C'est la banquette au complet. Ouais, c'est ça. Fait que Catherine Brunel qui est là, Christian, Jérémy, Charles Major et c'est Lada. Merci d'être là. Geoffroy n'est pas avec nous, mais il arrête pas de nous texter depuis tantôt. Geoffroy, si tu nous écoutes, arrête parce que... Qu'est-ce qu'il nous envoie, là? Je ne sais pas. Bon, d'accord. Salim qui est avec nous. Salut Salim, on l'a vu au Salon de l'Auto de Montréal. Oui, bonsoir. Alain, Sébastien, Christian, salut tout le monde. Qui dit qu'il peut être n'importe où sauf aux États-Unis. Ça soulève beaucoup de tollé, hein, ça, c'est sûr. Oui, ça... On va parler de ça tantôt. Bon, je vais juste parler de ma publication du Cadillac Escalade IQ d'hier. Oui. D'hier, avant de tomber à la charade. Qui n'est pas un véhicule agricole. Qui n'est pas un véhicule agricole. Bon, j'ai publié sur ma page Facebook hier la photo d'un Cadillac Escalade IQ qui était sur un feu rouge à côté de moi. Et j'ai remarqué qu'il y avait une plaque verte, évidemment, parce que c'est un véhicule 100% électrique, mais L. Alors, une plaque L, c'est n'importe quel véhicule dont le poids nominal brut est de plus de 3000 kilos. Ça commence à être pesant. Ça commence à être pesant. Un Cadillac Escalade IQ, ça pèse 8800 livres. Ça n'a aucun Fait que ça dépasse largement les 3000 kilos. Là, 3000 kilos, ça fait quoi? 6400 livres?
à peu près. Faites les maths pour moi, là, si vous êtes bon. Là, mais tout ça pour dire qu'un Moi, quand escalade... je suis né, on était déjà au kilogramme. Je sais que toi, tu as connu la transition. Là, mais... Regarde, pour te dire à quel point c'est un peu weird, je vais te parler du poids d'un véhicule en kilos, mais je vais te parler de sa capacité de remorquage en livres. En livres. Demande-moi pas c'est quoi la capacité de remorquage en kilos d'un véhicule. C'est vrai, aucune idée. Mais son poids, par exemple, je le sais en kilos. Tu sais, fait que oui, on est très, très, très mêlés. Et le couple, c'est des livres-pieds, pas des kilomètres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avez-vous essayé le XC60 updaté? Non, il a été dévoilé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il a été dévoilé aujourd'hui. Ça aurait été vraiment, vraiment express. Mais c'est ça. Alors, l'escalade, c'est ça. J'ai publié la chose en disant, merci, 6600 livres. J'ai publié la chose en disant, parce que quand j'ai vu ce Cadillac Escalade-là, j'étais curieux, puis j'étais allé sur le site de la SAC en posant la question « Qu'est-ce qu'une plaque L? » pour voir ce que le site de la SAC répondait. Et le premier onglet que tu vois, on indique que c'est un véhicule agricole ou destiné aux travaux de la ferme. J'ai trouvé ça très rigolo et j'ai pris cette capsule-là que j'ai glissée sous la photo. Évidemment qu'il y a d'autres informations par la suite. Les gens ont pris ça. Un soupçon d'ironie. C'est ça. Les gens ont pris ça au pied de la lettre. Mais tout ça pour dire que là, il y a des gens qui disaient ouais, mais t'es niaiseux, c'est pas juste pour les véhicules agricoles, n'importe quel. Oui, je le sais, 3000 kilos et plus. Cela étant dit, comment est-ce que tu fais pour immatriculer un véhicule de luxe de 170 000 $, peut-être même plus parce qu'il y a bien des options, avoir une plaque verte, L, et être exempt de taxes de luxe parce que c'est supposément un véhicule à vocation agricole ou commerciale. C'est questionnable. Tu sais, tu vas payer... Puis il y a des gens dans cette publication-là qui, avec raison, disait, ben moi, je me suis acheté un Sprinter 3500 double roue arrière, puis j'ai payé une taxe de luxe sur le camion parce que le poids du camion dépasse pas les 3000 kilos, puis moi, je m'en sers comme un camion commercial. Fait que eux autres payent des taxes de luxe sur des camions qui servent vraiment à travailler. Qui n'ont rien d'un véhicule de promenade. Non, c'est ça. Escalade IQ, là. Alors que la dame que j'ai vue au volant de son Escalade IQ, qui avait pas plus que 30 ans, oui. Ben elle est exempte de taxes de luxe à 175 000 $ parce que le poids de son véhicule est tellement élevé, histoire de détruire nos routes encore davantage, que, tu es exempt, tu payes pas de taxes de luxe, puis c'est considéré comme un camion à vocation commerciale ou agricole, ou appelle ça comme tu voudras. Et là, pourtant, il n'y a pas de grande capacité commerciale, à part une limousine d'aéroport pour un Escalade IQ, là. Non. Il existe une nuance salaire qui a été lancée sur le site de la SAC que je ne suis pas allé consulter, pour être honnête, pour les camions électriques. Okay. C'est-à-dire que si tu as un véhicule, genre un Lightning, là, oui. Là, il y a une exemption. Tu peux avoir une exemption. Ça peut être considéré comme un véhicule qui n'est pas un véhicule à vocation commerciale. Et donc, s'il n'est pas immatriculé compagnie, puis qui est payé... Il faudrait que je retourne voir mais j'ai l'impression que, genre, un Rivian qui dépasse... Tu sais, on s'est rendu compte qu'un Rivian qui dépasse le 3000 kilos, ben ça n'a pas d'allure de ne pas taxer le véhicule parce que c'est un pick-up ou je sais pas quoi. Fait qu'il y a eu un truc qui a été fait pour les pick-up seulement, mais pas pour les VUS ou les voitures. Luxe, fait que je ne sais pas. Christian, il dit, véhicule de ferme, tu peux réclamer 100% des taxes. Oui, mais c'est ça, mais on est loin de là, tu sais. Et là, est-ce qu'on va être amené à en avoir de plus en plus de ces VUS ultra pesants-là? Peut-être. Ben, pour vrai, il y a juste GM qui en fait. J'ai pas vu de Wagoneer S encore sur la route, mais je serais curieux de connaître le poids. Non, tu dépasses pas ça. Okay. Tu dépasses pas ça. Puis j'en conduis un, moi, dans 2 semaines. Okay. Un Wagoneer S, fait que je pourrais vous en reparler. Mais non, ça dépasse pas le poids de ça. C'est pas bien plus lourd qu'une Charger. En fait, c'est la même chose. Là. Fait que c'est juste une robe un peu différente, mais c'est pas si gros. Un Escalade, c'est un mastodonte. Oui, c'est là, gros, là, mais... C'est ça, c'est épouvantable. Enfin bref.
La petite charade de cette semaine, Bien sûr. elle est facile, elle est de mon cru. Vas-y. Mon premier est l'action de trier. Mon second est un baiser moins romantique. Mon troisième est la première voyelle. Et mon tout est un VUS japonais assemblé aux États-Unis. Je l'ai trouvé du premier coup. Moi, j'imagine. Mon premier est l'action de trier. Y a-t-il des bonnes réponses? On ne le voit pas. Mon second est un baiser moins romantique. Mon troisième est la première voyelle. Et mon tout est un VUS japonais assemblé aux États-Unis. Ouais, c'est ça, avec mais c'est juste pas écrit de la bonne façon, mais on a une bonne réponse de Serge. Alors, Israël l'a eu. Qu'est-ce que ta mère a écrit? On la salue, mais je comprends pas. Suzanne n'a pas eu la bonne réponse? Je ne crois pas, mais là, ça a passé trop vite. J'ai pas vu. Là, tout le monde passe. Là. Geoffroy et Sébastien sont avec nous, donc ils vont arrêter de nous envoyer des textos. C'est une pas pire bonne nouvelle. Salut les gars. Bon, tout le monde a la réponse. Elle était trop facile, ma charade de cette semaine. La semaine prochaine, elle sera un peu plus coriace. Ouais. Je reprendrai du service. Là, bon, évidemment, on a USA, donc on n'achète pas. Alors, merci Alain pour la transition. On se dirige vers notre premier sujet, qui est la taxe. Malheureusement, même si on voulait en acheter un Tribeca, ça fait quelques années qu'ils en font plus de neuf. Oui, c'est ça. Ben, ils font, comment qu'ils l'appellent, le Ascent, là. Oui. Ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait la même affaire. Là. Pas mal le descendant de l'autre, là. C'est pas la même formule, là. Oui, dans les deux cas, c'est un échec. Ben, moins retentissant dans le cas de l'Ascent. C'est pas un grand succès commercial, mais c'est un beau, comment dire, un véhicule de conquête. On laissait ce marché-là aller. Chaque unité qu'on vend... Pour moi, l'Ascent, c'est le descendant du Tribeca, là. C'est la suite, mais ouais, dans une formule différente un peu, là. Stéphane c'est drôlement plus spacieux, drôlement mieux aménagé en dedans. Oui, mais tant qu'à ça, c'est vrai pour tous les VUS. C'est drôlement mieux aménagé un MDX 2025 qu'un MDX 2001. Oui, mais là, il y a eu une progression qui s'est faite, tandis que entre un Tribeca et un Ascent, il y a eu combien d'années? 2 ans. Pas plus que ça? Ah oui. Le Tribeca, ils ont arrêté ça au milieu des années 2010. Le premier Tribeca, c'est quoi, 2006, là, avec le museau d'avion. Après ça, ils ont dessiné le modèle. Ils ont tiré ça peut-être jusqu'en 2013-14. Puis ils ont relancé l'autre en... Enfin, bref. Bon, ouais. C'est ça. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se disent outrés, n'iront plus aux États-Unis, puis on veut pas nécessairement tomber là-dedans, mais l'industrie automobile s'inquiète énormément du sort, évidemment, qui leur est envoyé avec la décision de l'ami de Musk, l'autre côté, qui a décidé de taxer les véhicules fabriqués hors États-Unis. Au point où on apprenait cette semaine que Nissan compterait peut-être cesser la production de véhicules Nissan au Mexique. C'est énorme, là. Non, ça, vous n'avez pas idée de ce que ça veut dire. L'usine d'Aguascalientes au Mexique, je l'ai visitée personnellement, là. D'après moi, l'usine est aussi grosse que mon Dieu, c'est des villes entières. Ah non, c'est une ville, mais pas une petite, là, pas un village, là. Il y a 45 000 personnes qui travaillent là. Oui, je comprends. T'sais? Mais en même temps, est-ce qu'on peut relocaliser ou délocaliser toute cette production-là aux États-Unis dans des installations existantes déjà? Et si oui, les coûts de production augmentent. Là, je sais pas je sais plus ce qui est fabriqué au Mexique qui est destiné au marché américain. Versa Sentra Kicks, je pense. Mais tout ce qui est VUS, taille moyenne, grande taille, c'est tout aux États-Unis. Il y a le Pick-up Frontier qu'on fabriquait en partie à Aguascalientes dans le passé. Je pense plus que ce soit le cas aujourd'hui. Mais évidemment, l'usine d'Aguascalientes fournit le Mexique puis toute l'Amérique du Sud aussi, là. Et le Canada. Avec les Sentra Kicks, nanana. Fait que je ne sais pas ce que c'est, mais c'est impensable pour moi. Il y a plus d'employés
dans l'usine de Nissan à Aguascalientes qu'il y en a dans toutes les usines automobiles canadiennes réunies. Ah, quand même, hein? C'est juste pour vous donner une idée. Parce que le plus gros employeur en automobile actuellement au Canada, c'est Toyota avec 8800 employés. Chrysler est pas loin avec à peu près 8000 en ce moment, mais là, il y a des postes qui sont en pending à cause de l'usine de Brampton qui est en pause. Ford engage presque 5000 personnes au Canada, mais là, l'usine est arrêtée puis on va bâtir des Super Duty dès 2026. Sauf que là... Si on peut les envoyer facilement aux États-Unis. Hein? Ouais, ben là, c'est ça l'autre question. C'est que j'ai, par l'intermédiaire d'un de nos collègues, Graham Fletcher, que je salue, qui demeure à Oakville, en Ontario, tu sais, j'y ai posé des questions, puis lui, il a un ami personnel qui travaille à cette usine-là, qui est en arrêt de travail temporaire, puis le syndicat n'a pas de réponse, ils savent pas quand ils retournent au travail. Il y a beaucoup de suppositions puis de qu'en dira-t-on, mais il n'y a rien de concret, de confirmé qui s'en vient. Puis les rumeurs veulent que cette usine-là fabrique de l'overflow de Super Duty. C'est-à-dire que si les usines américaines fournissent pas à la demande, le Canada en fabriquerait par la suite. Mais ça ne serait pas une solution prioritaire avec un inventaire spécifique pour un marché spécifique. Mais en attendant que l'usine américaine déborde, on fait quoi à Oakville? On se croise les bras? Ouais, sauf que là, tu sais, il y a eu... je me trompe peut-être de chiffre, là. Allez googler ça, là. Mais le gouvernement ontarien aurait versé 1,8 milliard de dollars à Ford pour la conversion de son usine afin de fabriquer des véhicules électriques, ce qui n'est finalement jamais arrivé. Et n'arrivera pas non plus. Et n'arrivera pas non plus. Fait qu'il y a scandale de ce côté-là. Tu sais, c'est le vrai bordel en Ontario. Nous, on entend moins parler, mais l'industrie automobile canadienne, ça se passe en Ontario. Voilà. Alors, toutes les usines... rapidement, là, toutes les usines qui fabriquent des véhicules au Canada sont en Ontario. 5 constructeurs. Toyota, 2 usines, Woodland et Cambridge. À Cambridge, on fabrique des RAV4, des NX, des RX. Puis à Woodstock, on fabrique que des RAV4, tout ce qui n'est pas hybride rechargeable. Parce que ça, c'est fait au Japon. Ça, c'est fait au Japon. C'est vrai pour les NX et RX aussi. Après ça, Honda, tu as la Civic, le CR-V. Oui. Hybride ou régulier, mais pas de Civic coupé. De hatchback, pardon, hatchback. C'est juste de la berline. Après ça, General Motors, tu as les pick-up Sierra, non, c'est pas vrai, Silverado HD puis Silverado Light Duty régulier. Et tu as à l'usine Cami, qui est l'ancienne usine où on fabriquait les Tracker, les Equinox, puis les XL7, puis bon, ça fait longtemps, là. Là, ils fabriquent les camions Zevo, là, 400 et 600, là, les gros fourgons électriques commerciaux qu'on appelait des Bright Drop jusqu'à l'année passée, là. Fait que ça, ils fabriquent ça de ce côté-là. Fait que GM, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est 5700 employés. Honda, c'est 4400. Et Honda fabrique 420 000 véhicules au Canada par année. Et de ce nombre, 78% est exporté aux États-Unis. As-tu idée ce que ça veut dire? Ben, je sais pas comment on va pouvoir composer avec ça. Ben, c'est ça. Puis, je sais que la question a été soulevée à maintes et maintes reprises. Un véhicule qui soit assemblé au Canada ou aux États-Unis, ces pièces vont avoir fait un certain nombre d'allers-retours aussi, là. Tu sais. Ben, il y en a, c'est plusieurs fois. C'est ça qui est drôle. C'est que... Oui, le véhicule finit d'être assemblé à un endroit X, mais les pièces vont s'être promenées avant ça. J'avais lu un article intéressant sur une composante électronique d'une Chrysler Pacifica. Ouais. Alors... on fabrique des pièces du côté du Canada qu'on achemine aux États-Unis pour fabriquer la composante électrique, laquelle, une fois assemblée, va être réacheminée au Canada pour qu'on assemble la Chrysler Pacifica, laquelle va ensuite être réacheminée aux États-Unis pour être vendue là-bas. Fait que la pièce, elle s'est promenée 4 fois. Puis comment on calcule que telle pièce a traversé la frontière une fois, 2 fois, 3 fois, mais que l'autre à côté, elle n'a pas traversé la frontière? Tu sais, c'est ingérable. Ben, c'est parce qu'à chaque fois qu'une pièce traverse, il y a une taxe dessus, ou il y a une taxe sur l'autre bord. Fait que si tu rajoutes 25 % puis que la pièce traverse 4 fois, si la pièce a coûté 100 $, ça finit par coûter 200.
C'est ingérable. Non, ça marche pas. J'ai aucune idée comment ça peut être possible. Et pourquoi l'industrie automobile ne serait pas exemptée de cette taxe-là, par exemple, sachant que l'industrie automobile canadienne n'est pas si grande que ça. Je dis pas qu'elle est négligeable ou pas importante, mais en toute proportion, elle n'est pas si grande que ça. Moi, j'ai surtout le feeling que, puis là, regarde, c'est moi, là. Oui. J'ai surtout le feeling que on va vouloir protéger les marques américaines. Oui. Puis qu'on va peut-être donner une claque sur la gueule à Honda puis Toyota dans le cas du Canada, puis à Nissan du côté du Mexique ou Volkswagen. Oui, parce que c'est quoi? C'est à Puebla? À Puebla, on fabrique beaucoup de Volkswagen aussi. Absolument. Alors, tu sais, c'est peut-être... On parlait même de ramener la Golf à Puebla, au Mexique. Ouais, c'est ça. Et là, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, là. Mais... Ah, ben, c'est sûr que, regarde, on se posera pas la question en même temps. Sauf que, le truc, c'est que, là, ce qu'on constate, c'est que même s'ils te rajoutent une taxe de 25 % pour traverser des véhicules canadiens aux États-Unis, ça demeure un sacré deal d'acheter des autos en dollars canadiens. De plus en plus, parce que le dollar ne fait que baisser. Ouais. Évidemment, c'est pas ce que tu veux. Mais il y a quand même des entreprises qui se disent, oui, mais nous autres, on va vendre nos véhicules de l'autre côté parce que ça va être attrayant pour nous autres. Mais tu veux-tu que ton dollar vaille 40 cents? Non, on aimerait ça améliorer notre position. Fait que j'ai très, très hâte de voir comment tout ça va se régler. Moi, j'ai l'impression que Trump pourrait donner un break à Chrysler ou à Stellantis, à Ford puis à GM, mais faire mal à Toyota Honda, peut-être. C'est plausible, mais en même temps, il nous surprend tout le temps. Hein. C'est difficile d'y aller avec une prédiction quelconque. Un peu. C'est épouvantable. Puis, je veux dire, il sort des trucs de son chapeau. Tu fais, OK, mais il a pensé à ça là. Puis demain, il va changer d'idée. Puis ça se peut qu'on en parle en ce moment, que ce soit même plus vrai ou que ça ne s'applique pas. Ou que demain, il décide de l'appliquer solide, puis que ce soit 50 % finalement. On n'a aucune idée. Mais c'est le vrai bordel. C'est sûr qu'ils n'en sortiront pas grands gagnants. Tout le monde va y perdre, même les États-Unis. Ouais. Mais pour l'industrie automobile canadienne, ça va faire extrêmement mal. Et le risque, en ce qui me concerne, c'est qu'on soit coupé d'énormément de véhicules qui nous sont vendus ici puis qui viennent des États-Unis. Autrement dit, prends n'importe quelle gamme de modèles fabriqués aux États-Unis. Un Chevrolet Equinox à essence. C'est ce que je conduis cette semaine. Bon, ben OK, mais ça peut être n'importe quoi, là. Un Ford Escape ou le Maverick. Le Maverick, c'est le plus bel exemple. Le Ford Maverick. On chialait en 2022 qu'on n'était pas capable d'avoir des XL, des XLT hybrides parce que, bon, c'était des véhicules qui étaient à prix alléchant. Les Américains ne nous les envoyaient pas. C'est pas parce que ça n'existait pas, là, il y en avait plein l'autre bord. Mais ils les envoyaient. C'était pas suffisamment lucratif de les vendre sur le marché canadien au je te prix dirais, qui était affiché en dollars canadiens ici. Ils les vendaient à perte. Fait que je cherche pas pourquoi ils n'en envoyaient pas. Là, le véhicule est vendu 35 % plus cher. Il commence à en envoyer un peu. Mais le jour où il y a une taxe... C'est 10 000 à peu près, là, entre le prix de l'annonce et le prix vendu. C'était 26 900. Puis on est à 30... À 36, là, 35-36. Mais c'était 26 900, c'est ça. Bon, aujourd'hui, tu es à 35-36 pour ce camion-là, puis on en offre un peu plus. Mais encore là, on préfère le vendre aux États-Unis. Oui. Tu sais, parce que le même véhicule aux États-Unis qui est vendu, je sais pas moi, 29 000 US. Ouais. 29 000 US, ça donne quoi? 43 Canadiens? Oui, c'est drôlement plus payant que 36. C'est ça. Tu faisais la comparaison aussi plus tôt cette semaine avec la Civic. Oui, c'est ça. Une Civic de base, c'est 27 590 plus les frais de transport au Canada. Là, tu flirtes avec le 30 000 une fois tout inclus. La même voiture aux États-Unis est 24 000 $. Donc, il faudrait la vendre 36 000. Mais 24 000 US en canadien, c'est 36-37. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'Honda aime mieux les vendre de l'autre bord. Mais tout ce qui est fabriqué aux États-Unis, si en plus on taxe à 25 % pour rentrer ça ici, parce que nous, on veut réagir à l'inverse de ce qu'eux vont faire, ben, les Américains vont juste faire « OK, on n'en voit plus ». Fait qu'on va se retrouver avec des véhicules juste hors de prix.
pas de modèle d'entrée de gamme, du moins qui proviennent des États-Unis, parce que ça sera plus viable pour les compagnies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver avec de l'importation japonaise, Ouais. beaucoup plus. Puis on va donner une chance de plus aux Chinois de venir cogner à notre porte. Tu sais, bref, il y a toutes sortes de... C'est pas impossible, hein? Ben non, c'est pas impossible. Moi, je pense que c'est une question de temps. Les Chinois sont trop puissants. Ils sont trop puissants. Ils ont et trop des beaux... profiter de cette fenêtre-là où le Canada et le Mexique seraient peut-être contents d'avoir des autos abordables. Ouais, sauf que là, le problème, c'est que si tu attises le feu, ça peut péter, ça peut finir en une guerre commerciale beaucoup plus violente que ce qu'on voit là. Oui. Déjà qu'on trouve pas ça cute là, imagine si les tensions montent à un niveau que tu veux pas atteindre. Oui. Ça pourrait être pas mal fatigant, là. Fait que merci Eric pour les étoiles. Fait que bref, on verra ce que ça va donner. C'est sûr qu'on n'est pas chroniqueur politique, puis c'est très difficile de s'avancer sur les décisions. Personne n'est capable de prédire, en fait. Mais même pour un économiste, c'est un beau casse-tête. Pas mal. Pas mal. En veux-tu un autre beau casse-tête? Je te raconte une belle histoire. Tu l'as vu passer, toi aussi, cette publication-là. Je suis la page de VinFast Québec. Oui. Je suis la page de Equinox, de Ioniq 5, de tous les véhicules électriques populaires. Parenthèse, là, c'est toujours un plaisir, un malin plaisir, je l'admets, de lire les commentaires de gens qui viennent d'en acheter un et qui déversent leurs commentaires positifs, mais souvent négatifs sur leur véhicule. Ouais. Parce que c'est rare que tu vas acheter quelque chose, que tu vas être content et que tu vas le partager à la planète en entier. C'est généralement quand tu n'es pas content. Ça, c'est parce que tu ne suis pas des pages de Tesla, là. Effectivement, j'en suis peut-être je suis peut-être un peu moins. Ouais. Mais je suis la page ID4 Québec aussi. Ah, celle-là, tu vois, je la suis pas, ça manque, oui, ça il y a de l'action là, mon ami. Des gens mécontents, il y en avait quelques-uns dans les dernières semaines. Ouais. J'ai l'impression qu'il doit être écrit ID Calis, une couple de fois, là. Ouais, des problèmes de batterie 12 volts, en même temps, ça se règle assez vite, là, puis bon, bref. Ouais, mais c'est que, ouais. Il y en a, ça sort pas mal, les bugs, là. Oui. C'est pas mal inquiétant, en fait. Oui. Et là, avec le ID4, juste petite parenthèse. Claude dit que Trump veut pas de RVR. Ah! OK. Ben, on le note. C'est ça. En passant, ça ne s'appelle pas un RVR aux États-Unis, mais bien un Outlander Sport. Sport, oui, parce que on ne sait pas pourquoi. RVR? Ça se dit, là? Ça se prononce mieux que Qashqai puis Rogue Sport. Ouais. Ou Rogue Rock Creek. Oui. Rogue Rock Creek. Ça se prononce bien. C'est plus difficile, ça. C'est ça, difficile. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, tous les troubles avec le ID4, c'est des ID4 produits au Tennessee. Ben oui. Mais personne il n'y a pas de ID4 provenant de l'Europe, donc la première série 2021. Là. Et qui souvent n'est pas un gage de tranquillité d'esprit, là, une première production, parce qu'il y a plein de bugs et de bobos de jeunesse. Mm-hmm. Mais là, dans le cas du ID4, visiblement, la bonne chose à faire, c'était d'acheter une première production, parce que les bugs, ben, c'est que... à 99% que sur des modèles produits à Chattanooga, au Tennessee. Chattanooga. Voilà. Alors, je reviens sur VinFast. Revenons à nos VinFast. C'est ça, Geoffroy qui dit revenons à VinFast. Il nous ramène dans le droit chemin. Oui. Alors, je vois sur la page VinFast Québec un VF8 qui a été légèrement accidenté dans la porte arrière passager. Rien de grave. Tu sais, bon, la roue est tordue un peu, ce qu'on appelle le dogleg, là, la patte de châssis derrière la portière est cognée. Bon, tu sais, tu regardes ça, tu dis, OK, il y a 5, 6, 5 000 piastres de dommages. Ça doit pas être si pire que ça. Et là, la publication dit, le véhicule a été déclaré perte totale. C'est quand même extraordinaire. Un VinFast VF8, c'est pas mal flambant neuf. Oui. Et merci à Michael pour les étoiles. Sa valeur est techniquement encore au sommet. C'est pas un véhicule qui a été dévalué. Là. Non. Alors là, moi, j'ai décidé de faire un peu enquête. Oui.
et de contacter le propriétaire de ce véhicule-là. Alors, la personne qui avait fait la publication, c'est le frère du propriétaire qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Okay. J'ai fini par parler au propriétaire. Lui avait acheté ça il y a 4 ou 5 mois, avait décidé de prendre un virage électrique, aimait beaucoup le modèle, avait profité des subventions, très content, a eu des problèmes avec son véhicule, puis des problèmes du genre, OK, la colonne de direction électrique s'ajuste plus, les rétroviseurs s'ajustent plus, l'écran allume pas, des affaires comme ça. Ça doit se réparer assez facilement, en plus. Bon, fait que ça a été des bugs comme ça. Mais il dit, j'avais pas eu de problème d'ordre, pas mécanique, mais qui faisait en sorte que le véhicule ne pouvait pas rouler. Là. Bon. Puis, il s'est fait rentrer dans le côté. Accrochage léger, là. Vraiment, c'est léger. Hein, c'est pas... Le terme accrochage est bien... Il y aurait eu un passager à l'arrière qui n'aurait pas eu de blessé là. Pas besoin d'aller chez le chiro le lendemain. Non, c'est ça. Le véhicule n'a pas été embouti. C'est vraiment un accrochage léger. Il n'y a pas d'autre mot. Là. Et là, j'ai écrit une chronique que vous pourrez aller voir d'ici quelques jours sur le site du Guide de l'auto où je décris en détail la chose, mais vous allez voir quelques images aussi. Parce que là, j'ai parlé au propriétaire et lui m'explique que alors, ils ont amené le véhicule chez un fixe auto à Laval. Ils ont rentré le véhicule dans l'atelier. Il y avait quand même un peu plus de dommages que visuellement ce que tu regardes. Parce que, bon, portière, cadre de châssis, amortisseur, frein, une roue, un pneu, bref, il y avait de la reprogrammation électronique à faire, ça montait à autour de 19 000, la première réclamation. Ça, là, tu te dis, ils ont tout ça en stock? Mais là, tu te dis 19 000 ça coûte 60 000. Tu vas vouloir le réparer. Et là, quand vient le temps de commencer à faire les réparations puis à commander les pièces, ben là, ça va prendre un petit peu de temps avant de recevoir les pièces. Puis là, on est allé investiguer un peu plus loin. Puis il y a un des longerons du châssis du véhicule, châssis principal du véhicule, qui est légèrement tordu. Là, quand ça arrive, ben, un atelier de carrosserie va demander les spécifications, les données de réparation pour pouvoir réaligner la structure du véhicule. Ouais. Donc, tu amènes ça sur le Frame Master, tu remets ça droit, puis c'est beau, tu répares, puis bref. Il y a, dans le fond, il y a une procédure de réparation à suivre, puis tu le fais. Ben, j'imagine que VinFast a partagé... C'est empressé de fournir ça. Oui, bien sûr, pour aider les ateliers indépendants ici. Alors, première embûche, cette procédure de réparation, non seulement n'a pas été fournie par VinFast, mais n'existe même pas. Fait que chez VinFast, au Vietnam, il n'y a personne qui s'est dit si un jour, un des véhicules qu'on vend et commercialise un peu partout dans le monde subissant un accrochage, on ne fournira pas la recette pour le réparer de manière adéquate et sécuritaire. C'est ce que je comprends? Ben, en fait, est-ce qu'on y a même pensé? N'oublie pas, là, avant de vendre des véhicules électriques ici au Québec et au Canada, on vendait des véhicules à essence ailleurs. Là. Ah, on vendait des BM rebadgés. Il n'y avait pas d'engineering de fait là-dessus. Là. Tu sais, je veux dire, c'est des BMW. Tout ce qu'il y a de procédure, c'était pas... Mais là, tu as développé un véhicule à partir d'une feuille blanche. Tu n'as jamais vendu ça. Tu n'as jamais composé avec la réalité de devoir faire face à la musique quand il arrive des sinistres. Puis là, c'est-à-dire offrir un service? Offrir un vrai service. Puis ça a été le problème de Tesla pendant des années, puis ça l'est encore aujourd'hui. Alors, toi, tu achètes un VinFast, il t'arrive un incident que je qualifierais de mineur. Il y a 19 000 $ de dommages sur le véhicule. Il y en a un peu plus parce que le châssis est tordu. Sur un véhicule normal, t'as un frame master à faire, t'as un réalignement, il faut que le véhicule passe une inspection. Bon, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on va peut-être monter la facture à 25-26 000, je sais pas. Mais il vaut 60 000, il y a 4 000 km au compteur. Tu répares ça? Absolument, je ne pose pas la question. Et là, alors non seulement, on n'a pas eu la réponse de la non-disponibilité de la charte de réparation de VinFast de façon instantanée. Là. Ça a pris plusieurs mois. Alors ça aussi, là, je reviens là-dessus. Mais à partir du moment où le châssis n'est que légèrement touché sur un véhicule électrique,
l'assureur, qui dans ce cas-là est en l'occurrence Beneva, exige qu'un test exhaustif de la batterie haute tension soit fait sur le véhicule avant qu'on entame tout type de réparation. Et là, bien sûr, tous les carrossiers sont en mesure de faire ces tests-là facilement dans leur atelier. Ben, que ce soit ça ou pas, tu viens de faire monter la facture, là. Ben oui. Parce que là, plus tu rajoutes d'étapes et de procédures, justement, plus le coût final de la réparation augmente. Et moins ça devient intéressant de remplacer financièrement. Tu vois, Gabriel, il dit, un châssis croche, c'est presque toujours scrap. Mais tu sais, moi, je me souviens d'avoir vu un Explorer. Pas un châssis croche, là. Non, tu sais, c'est une niaiserie, là. Mais moi, je me souviens d'avoir vu un Explorer de 6 ans taper très sévèrement dans un atelier de carrosserie. Il avait été réparé? Ils l'ont réparé. Ben oui. Je veux dire, mais c'est un Ford Explorer. Ils savent où ils s'en vont, puis ils ont les procédures, puis bon, tu sais. Puis oui, il va peut-être être déclaré véhicule gravement accidenté, mais il y a encore une vie à vivre, là. Il n'est pas fini. Tu sais, il y a pas plus rien à faire. Là, faut que tu désamorces la batterie, que tu descendes ça, que tu vérifies son efficacité, que tu remettes ça en place en suivant toutes les procédures qu'il faut que tu demandes à VinFast. Est-ce que VinFast les a? Puis, autre histoire. Permets-moi de souligner, est-ce que c'est normal qu'un châssis soit atteint lors d'un simple accrochage comme ça? Mais ça, pour vrai, ça peut être vrai sur une Honda Civic, là. Si léger. Une mauvaise tape, un détail, ça dépend juste de comment il a mangé le coup. Tu sais, rendu là, c'est pas grand, tu sais. Mais là, c'est ça. Ils se sont rendus compte qu'il y avait ça à faire, mais ça a fait en sorte qu'ils ont envoyé le véhicule en investigation. Le véhicule est resté stationné pendant 4 mois. Ben là. Avant d'avoir une réponse. 4 mois. Alors, tu payes l'entreposage. Puis le courtoisie au client? Tu as payé un courtoisie 30 jours au client, mais après ça, l'assureur arrête de fournir un véhicule de courtoisie. Après, il fait quoi? Il prend l'autobus? Ben, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que il s'était débrouillé par ses propres moyens parce qu'il y avait un autre véhicule à la maison, mais que l'assureur l'avait généreusement compensé à la fin. Fait tu sais, autrement dit, pendant 3 mois, il n'y a pas eu de véhicule de courtoisie, puis il fallait qu'il compose avec la situation. Mais quand le bilan est tombé, ben Beneva a fait, OK, votre véhicule, il est perte totale, monsieur. Voici un chèque de 4000 $ qui compense pour les mois de location de votre véhicule, parce que lui, il l'avait loué, le véhicule, il l'avait pas acheté. Alors, tu sais, il a reçu 4000 $ plus 30 jours de parce que lui continuait de payer pour son véhicule. Faisait son paiement. Faisait son paiement à 3 mois, pas de véhicule entre les mains. Fait que, mais tu sais, ça coûtait, mettons, 700 $ par mois pour son véhicule. C'est fatigant payer pour un véhicule qui est stationné chez l'assureur. Exact. Et j'imagine que tout ça, ça va nous permettre d'abaisser le coût des assurances pour les véhicules électriques. Bon, alors, tu sais, mais quand tu regardes ça, tu sais, tu fais, OK, le véhicule, il est loin d'être fini, il n'y a pas grand-chose, c'est réparable. Mais parce que tu n'es pas capable d'avoir les procédures, parce que la compagnie est trop jeune, parce qu'il y a un manque d'informations, de pièces, d'expertise et de compétences, ben, prends ce beau véhicule-là de 4000 km, envoie ça sur le tas de roche, puis sauve la planète avec ça. Ouais. Parce que, je le disais dans mon article, encore aujourd'hui, quand tu achètes un véhicule électrique, puis là, je veux pas faire de l'électrique bashing, c'est pas du tout ça, c'est des faits. Tu achètes un véhicule électrique aujourd'hui, ben, le seul fait de fabriquer un véhicule électrique sur le plan environnemental, ben, les 2 premières années, t'absorbes son impact environnemental. Mais là, on est loin de s'être rendu aux 2 premières années. C'est ça. À partir de la 3e année, ben là, tu es en gain positif. Oui. Mais un véhicule à essence est beaucoup moins complexe environnementalement parlant à produire, ce qui fait que lui, il peut brûler de l'essence pendant 2 ans en moyenne pour arriver à nez avec son impact environnemental avec un véhicule électrique qui émet 0 gaz à effet de serre. Mais si au bout de 4-5 mois, tu l'envoies à scrap parce que tu n'es pas capable de le réparer, et tu sais...
question comme ça, l'atelier... C'est drôle parce qu'une Tercel, ça a 25 ans puis ça roule encore. Oui. Et on en voit Et encore. puis s'il y a un accrochage, ça se répare les yeux fermés. Ouais, les Puis, assureurs, par exemple, ils en réparent plus bien, là. Petite pensée aussi pour les ateliers dans tout ça, qui ont mis des heures, qui ont mis du temps pour finalement n'aboutir à rien. J'imagine qu'ils ont... Ils sont payés. Oui, c'est ça. Ils ont facturé quand même tous ces honoraires-là. Ils ont payé. À l'assureur, même si ça n'a rien donné. L'assureur a payé de l'entreposage, a payé des remorqueuses, il a payé un courtoisie. Des avis d'expertise. C'est un véhicule électrique qui a payé de l'essence aux clients. C'est interminable. C'est épouvantable. Fait que demande-toi pas pourquoi ta prime d'assurance pour ton véhicule électrique te coûte une fortune. Mais sais-tu ce que j'ai trouvé intéressant? C'est que le type en question, ouais, c'est ça. Le type en question, il a eu son règlement de l'assureur. Il servirait de bord et est allé s'acheter une Subaru Crosstrek Onyx 2025. D'après moi, il va avoir un peu moins de problèmes. Il m'a dit, écoute, j'ai décidé que ça me tentait plus de courir le risque. Mais le gars, c'est intéressant parce qu'il me dit, j'étais conscient que je prenais un risque en achetant un VinFast. En connaissance de cause, je me disais, garde, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game, puis ça se peut que j'aille des bugs, puis il y en a eu, puis bon. Il y a des gens pour qui ça s'est bien passé. Cela dit, il y a des gens qui ont des véhicules VinFast. Oui, mais tant qu'il t'arrive à rien, ça va. C'est ça. Mais tu sais, quand on dit il y a des véhicules qui sont pas prêts à être commercialisés, le Mach-E, là, quand c'est arrivé il y a 5 ans, c'était la même affaire. On n'avait pas plus de pièces ou de... Non, mais au moins, t'avais un manufacturier qui s'appelait Ford, là. Tu sais, t'avais un numéro de téléphone où appeler, mettons. Oui, c'est comme, bon. Il y avait un peu plus de support du manufacturier. Oui, c'est ça. Légèrement. Fait qu'enfin, bref, drôle d'histoire. Autre drôle d'histoire, dans l'arrondissement Ville-Marie ce matin, je pouvais pas m'empêcher de pas en parler. Tu vas souvent à Montréal, je trouve. Regarde, j'étais pogné. Ben hier, alors je te raconte l'histoire puisqu'il faut que je le fasse. Oui. Hier, je suis parti de la maison à 6h30 du matin. 26 km pour me rendre à TVA. Je dois être là à 8h45 pour ma chronique à Salut Bonjour. C'est dur, partir 2 heures d'avance. 2h15 d'avance. 2h15 d'avance. Je ne me suis jamais rendu. Bon. En fait, tu t'es rendu, mais c'était 2 filles le matin qui jouaient. Hein? Quand tu t'es rendu à TVA, c'était 2 filles le matin. C'était Star Academy. Ouais, non. Écoute, Papineau est une... Tu sais, ils ont fait des pistes cyclables et des voies réservées, puis bon, là. Mais Papineau, hier, c'était une voie de chaque côté. Oui, Antoine, c'était quand même une sacrée chute de neige, là. Je suis d'accord, mais je t'explique le topo. Oui. Tu sais, il disait qu'il avait déneigé des artères principales. Me semble que Papineau, ça fait partie des artères principales. Là, tu avais des voitures dans des bancs de neige, pris là, qui essayaient de sortir. Suffisait qu'il y en ait un qui s'enlise un peu. Le trafic venait de s'arrêter, puis c'était terminé. Faire 2 km sur mon GPS, ça me marquait 40 minutes. C'est pas un bon ratio, là. Non, ça va plus vite à pied, en fait. Oui, même s'il fait froid. Mais tu vois, moi, j'ai un son de cloche différent parce que dans mon secteur de l'île de Montréal, vois-tu la rue Notre-Dame, là, près de l'autoroute 25, par exemple. Là où personne va, là? Non, c'est pas vrai. Tu devrais voir combien il y a de monde qui roule sur Notre-Dame. Il y en a beaucoup. Oui, les nids de poules en témoignent. En témoignent. Oui, c'était dégagé assez rapidement. Même chose sur la rue Sherbrooke. Ouais. J'ai été étonné même, agréablement surpris et étonné que l'opération de déneigement se passe plutôt bien. Autour des écoles dans mon quartier, ça a été assez vite. En fait, Notre-Dame a été dégagée avant la piste cyclable, Antoine. Mets ça dans ta pipe. Hein? Mais, un bon sens des priorités. Oui, sauf que ça, c'est dans ton arrondissement. Oui. Parce que dans Ville-Marie, ce matin, ce qu'on a vu aux nouvelles, puis j'ai trouvé ça très drôle parce que Mario Dumont en a fait presque une satire à la radio.
4 cols bleus de la ville de Montréal, dans Ville-Marie, en train de déneiger des racks à Bixi, Wow. puis des pistes cyclables, alors que les enfants marchent dans la rue pour aller à l'école parce que les trottoirs sont pas déneigés, puis que les autos sont... Il avait reçu un pagette de la mairesse d'aller déneiger des Bixi. Tu sais, là, je m'excuse, mais je trouve juste que c'est flagrant. On parle même plus d'incompétence, on parle d'acharnement, là. Puis là, même le col bleu le plus imbécile au monde peut pas penser que c'est une bonne idée. Ben non. Ben, il fait ce qu'on lui dit de faire, après tout, là. Ben oui, parce que si tu le fais pas, c'est de l'insubordination, là. Bon. T'sais. Fait que, tu sais, tu peux rien reprocher à ces 4 gars-là. Non. Mais qui a donné le cadre? Donné l'ordre, ben ça, c'est un peu Voyons. Et même si tu voulais prendre ton Bixi, t'es pas dans une meilleure situation que... Ben, peut-être que dans Ville-Marie, tout allait bien. Oui, peut-être. Je le sais pas, là. J'ai pas étudié la faisabilité de circuler en vélo hier, là. Parce que... Mais quoi que j'en ai vu un qui me suivait en vélo. Oui? Ouais. Mais je pense qu'il qu'il y avait des bons crampons. En tout cas, tu sais, c'est ça. Je trouve ça juste fascinant. Oui. C'est quand même, tu sais, c'est... À quoi tu peux penser, tu sais, puis... Je veux dire, la personne qui a donné ce call-là. C'est très questionnable. Mais j'ai trouvé ça aussi questionnable de rouvrir, c'est quoi, mardi matin, les écoles et de demander aux enfants de marcher dans la rue. Les bancs de neige mesurent 6, 7, 8, 10 pieds de haut. Les enfants sont hauts comme 3 pommes, de marcher dans le milieu de la rue. Ça joue dans un banc de neige, puis il y a des facteurs de risque, là. Je me sentais pas tant à l'aise de rouler avec autant d'enfants autour parce que un drame peut vite arriver. On souhaite pas ça, là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a été enseveli dans sa voiture, justement? Oui, il y a eu quelques cas, là, quelques cas extrêmes. Quelqu'un qui est mort par... il y a eu de la neige, en tout cas. Ça, il y en a eu. Intoxication, monoxyde de carbone, etc. Il y a eu beaucoup de neige, oui. Ça a été quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va être long à fondre. Ah oui, c'est une excellente nouvelle. Bon, ceux qui se plaignaient qu'on n'avait pas de neige au Québec, là, on est servi. Oui. Il n'en annonce pas demain. Moi, j'ai très hâte, là. Tu sais, à chaque année, on nous la sert, celle-là, les entrevues avec les propriétaires de montagnes de ski qui viennent pleurer à LCN, là, pour avoir plus de subventions l'année d'après, parce que les conditions de ski n'étaient pas idéales. Cette année, ça va être difficile, là, d'aller pleurer à la télé. C'est comme les gars, ou ceux qui font du sirop d'érable. Oui. Mais là, pour du sirop d'érable, il faut que ça dégèle. Ouais, c'est sûr. Là, ça n'a pas dégelé. Non, mais t'es encore tôt. Ensuite. Il est encore tôt. Bon. Mais t'as vu, je suis prêt, hein. J'ai déjà mis mes plus beaux habits carottés pour la cabane à sucre. Mais je trouvais que ça faisait beau dans Pacer, d'ailleurs. C'est d'époque. Oui. Non, mais tu sais que ça existait en Levi's Edition, ça. Ben oui, ça doit être beau. Hein? Imagine-tu brune avec du bois de même, tout l'intérieur jeans. Ça serait fantastique. Hein? Indémodable. Bon. Tu conduisais quoi, toi, pendant la tempête, comme véhicule? J'avais un Buick... l'enclave? Enclave Avenir. D'accord. Que j'ai étonnamment apprécié. Ben oui, t'es rendu vieux. Parce que je trouvais qu'on réglait les problèmes du traverse. C'est-à-dire que le traverse, c'est bruyant, le moteur est grognon, nanana. Puis là, dans l'enclave, tu me dis, c'est le même moteur, c'est la même chose. Oui, mais il est insonorisé. Hey, ça n'a rien à voir. Puis la suspension... Ils en ont mis de la mousse, là. Oui. Puis ils ont une suspension adaptative qui est très, très smooth. J'apprécie ça de me faire... Tu sais, les mononcles qui disent « en tout cas, ce char-là, il porte bien. » Oui, ça porte. Ben, ce Buick-là, il porte bien. Oui, c'est juste que tu as 4 cylindres, tu sais. Oui, mais il y a du punch. Ouais. Tu l'entends, c'est sûr que c'est pas la douceur d'un V6. Mais c'est pas gossant comme dans un Acadia Denali que tu payes le même prix puis que t'entends chialer 2 fois plus fort. Je comprends. Il est plus aseptisé. C'est ça. D'accord.
Après ça, est-ce que le rouage intégral est impressionnant? Non. Non, mais Et d'ailleurs, sur aucun produit GM non. qui n'est pas un vrai 4 roues motrices, Ouais. c'est assez ordinaire. Là. Ben, tu sais, puis c'est pour ça que cette journée-là... que je conduis un Equinox cette semaine et que je vis à Montréal. Ouais. Et que ça y prend tout son petit change pour sortir du trou, là. Arrête de te brasser de même, là. Ça me donne des hauts le cœur. Ben, il brasse de même, l'Equinox, pour sortir du banc de neige. Bon, mais tout ça pour dire que le jour de tempête, j'ai pris ma Audi A4 Ah, voilà. avec des bons pneus d'hiver. J'ai des Michelin dessus. Là. Honnêtement, les pilotes alpins qu'il y a là-dessus, ça fait un job vraiment étonnante. Tu étais toi-même un pilote alpin? Oui, puis tu sais, ça mord, puis tu te bats. Il n'y a pas une si grosse garde au sol, là, c'est une all-road, là, c'est pas un camion, mais c'est fantastique. Pour ça, là, vraiment. Puis toi, tu avais une série 3? Oui, la nouvelle série 3, 330i, avec l'hybridation légère. Ouais. Le rendement était vraiment, vraiment intéressant. Les performances sont là. Puis le système X-Drive, effectivement, là, dans la neige, j'étais me promener dimanche soir alors qu'il neigeait pas mal. C'était loin d'être désagréable. Parenthèse, j'étudiais le modèle et je regardais son prix, hein, parce que les prix de tous les véhicules ont explosé. On dirait que la série 3 était peut-être moins impactée, je sais pas. Ben, c'est une auto de quoi, 60 000 à peu près? Oui, c'est ça. Dans le cas du véhicule à l'essai, il y avait quelques... Parce que je l'avais conduite, moi, peut-être il y a 2 mois. Mais là. elle coûte 453 $ de plus qu'une Ioniq 6. Ultimate. Ouais. Pas par mois, là. Si tu payes... Total. Tu fais un chèque. Tu fais un chèque, là, où tu payes en argent, c'est 450 $ de plus qu'une Ioniq 6. Est-ce que tu as une autre machine entre les mains, rien qu'un peu? Quand même. Je te parle juste du PDSF, là. Je te parle pas de rabais en vigueur, CMD, je te parle pas de rien de ça. Je trouve que tu en as quand même pas mal pour ton argent avec la série 3. Oui. Là. Et là, je sais qu'on est tous tannés des voitures noires, intérieur noir. Là, elle était... J'appelle ça bleu arctique. Ouais. C'est comme aqua foncé. Ouais. L'intérieur, à peu près comme la Pacer, mais un peu plus chic, là. C'est tabac. C'est un peu plus chic. Ah oui? C'est un simili-cuir au lieu d'un simili-suède. L'odeur n'est pas la même, hein? Non. Un simili-cuir au lieu d'un simili-suède. Ouais, c'est ça. C'était la belle tissu? C'était la velours? Il y avait moins de corduroy un peu dans la BM. Mais bref, le mix des deux, puis je suis content de voir qu'il y a moyen, justement... De continuer de commander ce genre de voiture-là. Oui, c'est ça. Je sais que beaucoup de gens vont choisir le gris, le noir, le blanc, beaucoup aussi. Mais il y a moyen de sortir de cette palette-là. C'est pas tant que les gens vont le choisir. Je vais te donner un exemple. Notre ami commun, Luc Pinchot, qui vient de s'acheter une autre Honda parce qu'il change de Honda aux 3 mois, on le salue. Oui. En fait, je vois, à chaque fois que je vois Luc, il a une nouvelle Honda. Oui, c'est ça. Bon. Alors là, il s'est acheté un Accord Sport hybride 2024, un restant de stock de concessionnaire. Oui. Il n'a pas choisi la couleur. Il a pris celle qu'il y avait là. Parce que l'offre financière était bonne. C'est ça. Mais les concessionnaires commandent du gris, noir, blanc. Si toi, tu veux avoir un rouge, là, tu vas le commander. Oui. Mais là, tu connais aussi le concessionnaire va dire, ah ben nous, on commande juste du gris, noir, blanc parce que les clients veulent juste ça. Oui. Mais c'est trop facile de répondre ça. C'est ça. T'sais, puis la loi de Murphy, c'est t'as toujours l'auto que le client veut pas. Et je comprends que tu peux pas avoir en inventaire un modèle de chaque version de chaque couleur. C'est interminable, là, certainement. T'sais. Ben, si c'est du RAV4, oui. Là. C'est du RAV4, oui. Mais on parlait de BM, la gamme de BM ne finit plus. C'est ça. Fait que tu peux pas avoir des X7 de 22 couleurs, là, ça se fait pas. Mais, ben oui, tu prends... Anthony, en passant, qui pose une question, allez-vous être au Salon d'Auto de Québec cette année? Moi, j'y serai le matin du 4 mars.
En fait, je vais parler avec le public. Il y a des séances, il y a une demi-heure. Je vais être là une demi-heure pour parler avec le public, répondre à des questions du public sur place. Je vais parler un peu du marché automobile en général, puis après ça, je vais répondre à des questions. Alors, je vais être là le 4 mars au matin. Ça fait quelques années que je suis pas allé au Salon d'auto de Québec, d'ailleurs. Fait que ça va être le fun de renouer avec ça. On en fait assez des salons que des fois, bon. Mais j'ai hâte de voir de quoi le Salon de l'auto de Québec a l'air dans le contexte actuel, parce que... C'est toujours mieux, une meilleure représentation qu'à Montréal, en tout cas. Oui, mais tu sais, cette année, Montréal, on sentait qu'il y avait une petite amélioration. Mais Toronto, qui a lieu actuellement, ouais. Tout le monde est là. As-tu vu il manque personne. Le kiosque de Audi, c'est extraordinaire, là. Il manque personne. Ils ont mis toute la gomme. Mais comment ça, ils n'étaient pas capables d'amener un mois avant ce kiosque-là dans des crêtes en bois à Montréal? Oui, mais ils s'en fichent de Montréal. Oui, mais ils l'ont payé, le kiosque. Il est payé. Oui, mais ils n'ont pas payé le Palais des Congrès. Ils s'en fichent de Montréal. La vérité, c'est ça, là. Ils ont décidé, Mercedes est là, BM est là, Audi est là, Mini est là, toutes les marques exotiques. Porsche, je suis pas sûr. Porsche n'est pas là, puis Mazda n'est pas là. Ouais. Honda, oui. Je sais pas. Mais en tout cas, Mazda n'est pas là, Porsche n'est pas là. Mais Porsche, tu sais, il a conseillé. C'est sûr que c'est un gros trou, Porsche, dans un salon de l'auto quand c'est pas là. Oui. On en a déjà parlé, mais enfin, bref. Voilà. Fait que oui, on va être. Moi, je vais être au Salon d'auto de Québec. Moi, je serai durant la fin de semaine avec le kiosque de l'entreprise familiale, comme tout le monde. Ah, oui, OK. OK, moi, ça fait un petit bout de temps que je peux aller quand même. Fait que, on va renouer avec ça. Rapidement, on a fait les musées Mercedes et Porsche à Stuttgart ensemble la semaine passée. Oui, après s'être dit au revoir dans le Sprinter électrique, on est parti à la découverte des musées. Deux beaux musées que je visitais pour la première fois en ce qui me concerne. Ouais. On a commencé par... C'est grandiose, hein? Quand tu y vas une première fois. C'est quelque chose, autant chez l'un que chez l'autre. Et pour avoir visité plusieurs musées américains, tu sais, de collections souvent privées, quand tu arrives dans le musée d'un manufacturier automobile comme ça, qui est fier de sa gamme, qui est fier de son histoire, de son passé, bien là, on arrive dans une mesure qui est complètement différente. On va avoir, tu sais, comme un piédestal pour chaque voiture. L'éclairage est étudié, le positionnement de la voiture, l'ordre aussi dans lequel tu vas marcher pour découvrir cette marque-là. Bref, c'est étudié, c'est pensé pour que tu puisses prendre des photos. L'esthétisme est pensé et réfléchi. C'est extraordinaire. Puis là, je te parle même pas de la qualité des voitures qui sont là. C'était vraiment quelque chose. Puis moi, pour y être allé, tu sais, j'ai fait le musée Porsche l'année passée. Donc, ça fait pas si longtemps. Puis j'ai envie de te dire qu'il y avait au moins 25% des autos qui étaient pas les mêmes. Donc, ça tourne. C'est sûr qu'il y a des pièces, t'as pas le choix de les laisser là. Oui. Tu sais, avant même de rentrer dans le musée, je t'avais fait mention de la première 911 Turbo qui avait été offerte à la femme de Ferdinand Piech, qui est une pièce unique. Mais là, je suis arrivé au salon, elle était plus là. Puis finalement, ils l'avaient déplacée dans un autre hall d'exposition parce qu'ils avaient mis en lumière un autre produit ailleurs qui était une 911 Turbo de production, mais d'une couleur spécifique, enfin bref. C'est sûr que ce musée-là, il y a des trucs qui bougent pas. Là. La 904, ça reste là, puis la première 356, ça bouge pas, puis bon. Mais tu peux changer les thématiques, puis ce que j'aime aussi de ces deux musées-là, c'est qu'on n'essaye pas de t'emmerder avec des produits flambant neufs. Non. OK, il y avait un Macan électrique, là. Oui, puis c'était correct parce que les gens pouvaient s'asseoir dedans, tu sais. Bon. Oui, c'est le produit à découvrir en ce moment, c'est correct. Mais tu sais, on n'essaie pas de te vendre à tout prix un essai routier autour du Palais des Congrès. Non, c'est ça. Au musée Mercedes, j'ai pas vu beaucoup de GLC 43 AMG. Là. Non, c'est même complètement écarté. Oui, c'est ça, il n'y en a pas. Mais il y a un concessionnaire gigantesque à côté, par contre. Oui. Si tu as envie de dépenser un petit 200 000 €, il y a moyen de se laisser Il y avait deux G-Wagon 4x4 à la 2, là. Oui. Des Square, là, 63. Pas le terminal de paiement, là. Non, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça vaut en euros, ça, là-bas. Ah, je sais pas. Quand Bonne même. question. Mais oui, c'est deux musées extraordinaires. Si vous passez par l'Allemagne ou vous voyagez en Europe puis vous hésitez, ben je pense que vous faites une erreur d'hésiter parce que c'est vraiment c'est à voir et les deux sont à voir. Pas l'un plus que l'autre. Alors, je te pose la question. À fret, là, lequel t'as préféré? En fait, je me doutais que tu allais poser la question. La marque Porsche me parle le plus. Ouais. J'ai une plus grande affection pour les produits de la marque Porsche, certainement. Par contre, la marque Mercedes a un historique qui est beaucoup plus fascinant. grand et une implication dans l'industrie automobile qui est beaucoup plus vaste. Ouais. Musée Mercedes, on a vu quoi? Des camions de pompiers, la PAP mobile, des Formule 1, des camions transporteurs, des véhicules de service d'urgence, des prototypes. Oui, mais la documentation, des accessoires, des voitures modèle réduit, des sièges, Avec beaucoup de contextualisation d'époque aussi. Donc, c'est un musée plus riche, à mon avis. Oui. Le musée Porsche, c'est vraiment, tu vas là voir des voitures. Oui. Tu sais, c'est magnifique, là. Et oui. Mais, tu sais, il y a un moteur sur un stand, il y a un tracteur, puis après ça, c'est des voitures. Oui. Mais chez Mercedes, c'est... Écoute, l'histoire que... Il y a une Mercedes au musée Porsche. Mais il n'y a pas de Porsche au musée Mercedes. Non, c'est ça, il n'y a pas de... Ouais. C'est la 500E parce que certaines composantes avaient été développées en partenariat avec Porsche. Ouais. Mais bref, un petit clin d'œil. Mais puis une chance qu'il y avait ces deux. Une chance qu'il y avait ces deux. En visiter un, je peux pas te dire lequel j'aurais préféré. Là. Les deux vraiment pour des raisons très très différentes, je te dirais. Moi, je pense que si peu importe là, tu sais, à moins que tu sois un fan fini de Porsche puis tu te dises ben moi c'est Porsche que je vais aller voir. Si tu hésites entre les deux puis tu en as un seul à voir, je pense que le musée Mercedes est plus riche. Oui. Et il y a plus de matière à découvrir, tu vas en apprendre davantage. Ben, en tout cas, tu sais, puis effectivement qu'il y a plein de trucs chez Mercedes ce qui me parle moins chez Mercedes, c'est tout ce qui est récent. Puis c'est le fun parce qu'il n'y en a pas tant là-bas. Non, c'est vrai. Tu sais, fait que ça, ça m'a beaucoup interpellé. Puis ils ont des voitures par catégorie. Tu as les voitures qui ont appartenu à des stars, tu as des voitures de service, les voitures de police. Tu as la chronologie, mais aussi des thématiques. Ce qui est c'est très, très cool. Dans le trio, il va te manquer le musée BMW. Que moi, j'ai jamais fait. J'ai vu en mars l'année passée. Qui Vaux que ça n'a pas de musée, hein? Je ne crois pas, non. Mais, puis c'est à ça de demander quand tu vois ça, comment ça se fait qu'il n'existe pas d'équivalent américain. Chrysler avait un super musée. Chrysler, un musée extraordinaire. Chrysler avait vraiment un beau musée. Un peu dans la forme que celui de Mercedes, c'est-à-dire que tu as une tour et tu descends. Tu montes, là, mais... ça, j'avais été le dernier journaliste à visiter ce musée-là avant qu'il ferme définitivement pour que le building soit cédé à Alfa Romeo. J'ai toutes les photos de ça. Je pense que je vais ressortir ça. Il y avait des voitures extraordinaires. J'étais allé, moi, je crois que c'était le dernier ou l'avant-dernier été en vacances là-bas. J'avais pu visiter ce musée-là. Très, très, très beau musée. Mais bon, il y a le musée Henry Ford, mais qui n'est pas un vrai musée de Ford. C'est plus un musée sur l'industrialisation américaine. C'est ça, exactement. Qui aurait peut-être même besoin d'être rafraîchi ou pas modernisé, mais peut-être un peu. Hein? Ça dépend comment tu le vois. Ça dépend ce qui t'intéresse. Si tu veux voir des voitures, c'est pas le meilleur endroit. Il y en a forcément, là, mais c'est pas, mais c'est un musée extraordinaire, là. Le musée Henry Ford, là, c'est à voir. Après ça, il y a Dominique qui fait mention du Heritage Museum de GM. Est-ce que c'est ouvert au public? Non. Ça? Non. Puis, ce que je trouve dommage, c'est que le Heritage Museum, oui, il y a beaucoup de voitures. J'ai pris des photos là-bas, puis il y a des pièces extraordinaires, la Buick White Job, les concepts de Buick. Cordés, donc. Mais les autos sont cordées, il n'y a pas de présentation, tu as une petite pancarte en avant, c'est zéro recherché. C'est un entrepôt avec des belles lumières.
sais, disons ça comme ça. Alors que dans le cas de Porsche, de Mercedes, et pareil avec le musée BMW, c'est un vrai musée. Ouais. C'est un endroit où La bâtisse a été pensée en fonction de. Et où on met en valeur les véhicules qui se trouvent là. Ouais. Il y a... j'ai manqué le post de quelqu'un. Ah. Quelqu'un qui mentionnait un Barber Museum, je suis pas certain, j'ai vu ça passer vite. Henry Ford Museum, il y en a un qui dit c'est le plus complet. Ouais, c'est sûr que ça, tu sais, le musée Chrysler, Walter P. Chrysler, c'était magnifique. Ouais. Le musée Henry Ford, j'ai trouvé ça magnifique. Bon, forcément que si vous allez en Californie, l'incontournable, c'est le Peterson. Oui. Mais il n'existe pas un musée Ford de véhicules qui est dédié à la marque Ford comme un musée de manufacturier qui appartient aux manufacturiers. Je comprends. Il y a le musée Corvette, c'est un musée magnifique, oui, mais ça appartient pas à GM. Ouais. Fait que puis je trouve ça fascinant parce que les Américains sont fiers de leur histoire automobile beaucoup. Ouais. Puis c'est quoi dans un budget de manufacturier que d'investir là-dedans. Ils ont coupé à bien des places, puis la raison pour laquelle ils ont fermé le musée Chrysler, c'est pour une question budgétaire. Oui, parce que ça coûte très cher de garder cette bâtisse-là grandiose en place. Ouais. De laisser là des voitures qui valent une fortune pour récolter 5 ou 10 $ par personne qui va entrer. Dans une journée, tu vas en avoir combien? OK, mais par contre, c'est la truc. Ça fait rayonner ta marque, ça fait rêver les gens qui visitent ton musée. Si c'est bien fait, très bien. Mais moi, c'est ce qui me fascine chaque fois que je vais au musée Porsche ou au musée Mercedes, c'est plein de monde. Oui. Tu y vas un mardi. Là, tu vas me dire que quand on est allé, il mouillait à boire debout. On était très heureux d'avoir un toit sur la tête. Y a-tu mouillé? Il a mouillé 4 jours. Oui. Sans arrêt. Oui. Mais ici, il a neigé. Là-bas, il a mouillé. Oui, pas mal. Mais ils ont cette capacité d'intéresser n'importe qui avec ce musée-là. Tu sais, on a vu des jeunes filles de 20 ans en gang. Oui. Ce serait difficilement imaginable. Je vois pas ma fille aller visiter le musée Chrysler, là, non. Et pourtant, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Parce que c'est un endroit qui est beau, qui est esthétique, qui est attrayant. Ça pue pas le gaz, c'est propre. On parle pas du musée de l'automobile du Nouveau-Brunswick, là. T'sais. On parle pas d'une grange avec une clôture. Il y a un musée de l'automobile au Nouveau-Brunswick? Ben, c'est pas là que tu étais allé, là. Non, ça, c'est quand tu rentres à l'île du Prince-Édouard. Ah, c'est à l'île du Prince-Édouard. Je pensais que c'était au Ça, c'est un peu comme... C'est un peu comme 6 maisons mobiles des années 70 collées bout à bout avec des chars qui ramassent la poussière à l'intérieur, incluant la première Plymouth-Acclaim qui a traversé le pont de la Confédération. On s'en réjouit. Quelle victoire. Un musée à ne pas manquer. Mais malheureusement, il y a beaucoup de musées américains qui ressemblent un peu à ça. C'est-à-dire une grange avec une collection privée, des autos qui sont stationnées une à côté des autres avec une corde ou une banderole, ou pire, des ballots de foin, et des mannequins déguisés dans les années 50. Puis, avec le Green Book, là. Oui, c'est un peu poche, tu sais. Et tu verras pas un groupe de jeunes femmes aller visiter ce musée-là. Non. Et pourtant, il y avait plusieurs groupes d'étudiants, de jeunes femmes. Ben, il y avait toutes sortes de monde. Oui, voilà. La population entière était représentée là. Puis le truc, c'est que tu vis à Stuttgart ou tu vis à 1 heure de là. Oui. Ben, tu te fais un devoir une fois par année d'y aller. Mm-hmm. Comme il y a des gens qui comme il y a des gens qui vont aller au musée des Beaux-Arts à Montréal. Moi, je pense que oui. Parce qu'il y a tellement de roulements dans l'exposition. Oui, c'est vrai. Aussi parce que là-bas, Mercedes-Benz, c'est le pouls de la ville. C'est le pouls de la région. Oui. Tu sais, Mercedes-Benz et Porsche font vivre beaucoup de gens. Alors, il y a un attachement culturel. Oui. Mais c'est vrai aussi dans la région de Détroit. Ils ont une culture de l'automobile en Allemagne comme on en retrouve une. Ah, absolument. Marc-André. Je remarquais aussi sur le site du musée de Mercedes, là, le timing ne nous le permettait pas, mais en plus, pour justement favoriser les visites puis le sentiment d'appartenance envers le musée,
il y a des rencontres, là, Cars and Coffee qui sont Ouais, organisées ouais. au musée. Bref, on trouve des moyens créatifs pour attirer des gens, là. Jean-Denis, il dit le Musée des sciences à Ottawa, il y a une section automobile avec une Corolla 2008 puis une DeLorean. Évidemment qu'il y a une DeLorean. Et il me semble qu'il y a une Breitling aussi. Oui. Ouais. Mais Marc-André, ici, il dit le Gilmore, c'est très bien. Ça, c'est Oui, magnifique. bien sûr. Magnifique. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec un musée de manufacturier. Non. Quoique là, on a recréé des showrooms Cadillac, Packard, Oui. Lincoln. Ça, c'est super beau, là, pour vrai. Oui. J'ai vraiment trouvé ça cool. Le temps avance. Oui. On va prendre 2 minutes pour parler des électriques en janvier parce Oui. que c'est complètement fou, là. Oui. Tu veux-tu une Fiat 500? J'en ai une à donner. 24 $ par mois. Là, tu vois pour pas. vrai, là, c'est pas cher, là. Par Ben, semaine, en fait, c'est par semaine. par semaine. Oui. En fait, oui, mais faut que tu donnes 4000 $ de cash. Oui, mais répartis ton 4000 sur Le 24 mois. 24 mois. C'est pas dur, là. Ça coûte. J'ai fait le calcul, toute taxe incluse, ça te coûte 71 $ par semaine pour une Fiat 500 électrique, location 2 ans, tu remets les clés. Fait que Entre toi et moi, là. c'est en bas de 300 $ par mois, tu mets pas d'essence. Entre toi et moi, tu prends un communauto une fois par semaine. Ça te coûte ça. Ça te coûte ça. Ouais. Puis là, le char, il est à toi. Tu le gardes chez vous. Il n'est pas plein de restants de McDo. Il n'est pas, encore poqué aux quatre coins. C'est ça. Tu sais, Non. Pense-y. Ouais, Non. c'est ça. C'est vraiment. C'est un bon puis deal. même à ça, ça Ils décolle en pas. vendent pas. Écoute, regarde, ils ont vendu 48 Fiat 500 au Québec en janvier C'est une catastrophe. avec tous les crédits, les rabais qu'ils ont eus. Et ils ont vendu 48 Charger électriques aussi. C'est pas beaucoup, là. Non, pour le modèle de l'heure qui vient juste d'arriver, Hey, c'est rien. c'est pas beaucoup. C'est vraiment Mais rien. Tu sais, la Fiat, là, elle peut pas être moins chère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en vendre plus? Parce qu'on doit en vendre plus. Il en reste quelques-unes en inventaire. Au là. Québec, il en reste 600. Oui. Fait qu'on fait quoi, là? Là, à 48 par mois, là, on va en venir à bout comment? Aucune idée. Là, on les donne. Il y a même un concessionnaire à Donnacona qui fait une pub. Achetez un RAM au PDSF, puis on vous donne une Fiat. Ben oui. En fait, c'est une location là, qu'on Oui, te donne. oui, Là. mais c'est correct. C'est un bon deal. Mais tu achètes le RAM au PDSF, tu mets la Fiat dans la boîte, tu pars avec ça. Si tu prends une boîte de 8 pieds, mettons, tu Oui. pars avec ça. Tu sais, c'est quand même une pas pire aubaine, là. Oui. Parce que là, ça commence à être plus touché. Tu as encore des constructeurs qui ont des gros rabais, mais tu en as d'autres, c'est un peu moins vrai. Oui. Puis, tu sais, je regarde, là, j'ai la liste des chiffres de vente ici. Ce qui s'est vendu le plus en janvier, c'est l'Ioniq 5. Oui. 811 Ioniq 5 livrés au Québec. Et on est bien En content pour janvier. Hyundai parce qu'on en avait beaucoup puis on en a encore On en beaucoup. a encore beaucoup. Oui. Après ça, pas loin derrière, c'est Vaux 770 ID4. Petite précision dans le cas du Ioniq 5, parce qu'on a aussi commencé à entrer des 25. Ouais, mais on n'a quasiment pas livré. Oui, là. oui, mais ça joue alors que les autres, c'est surtout de 2024. Ben, Equinox, c'est que du 25. Que du- Equinox, que- tu vois, on a vendu 577 Equinox. C'est des gros volumes quand même. C'est que là. du 25. C'est des gros volumes. Ouais. Là. Mais tu vois, Mais on l'Equinox pourra a pas baissé. Oui, Parce que, mais 500 pour un mois, c'est quand même un volume intéressant. ben là, garde ça un beat de 500 fois 12 mois, ça fait 6 000 juste au Québec, là. Oui, oui. Ben, c'est un beau rêve. C'est Je sais qu'on en a vendu 15 000 l'année passée en 6 mois au Québec. Parfait, c'est beau. Ça arrivera plus jamais. Non. Là, tu sais, 500 par mois. Ah, c'est pas 15 000 au Québec, c'est 15 000 au Canada. Ouais, c'est 15 000 au Canada. Au Canada, ouais, ok. c'est ça. Fait que, tu sais, c'était du stock. Vaux 770 ID4, mais là, t'as eu 2-3 mois où t'en vendais pas. Oui. Fait que t'as livré des véhicules qui avaient déjà été signés, puis t'en as vendu d'autres avant que le rabais se termine. Après, mais ce qui a droppé, c'est Tesla. Ah, 354 modèle Y, c'était de loin l'électrique le plus vendu, puis 396 modèle 3. Mais ils ont légèrement augmenté leur prix. Puis Un ils petit ont, peu.
puis ils donnaient pas leur... voyons, ils ne remplaçaient pas la subvention. Ouais. Fait que voilà. Ceci explique ID ça, Buzz, ouais. 25. Ça, tu vois, c'est un rythme plus lent. Et, Oui. tu sais, puis c'est drôle, je parlais au représentant national de Vaux, puis il dit, nous autres, on fournit pas, Vous fournissez pas à qui, mettons? parce hein? que, pour vrai, j'en vois pas ces routes. Les vendeurs, concessionnaires, ils en ont toutes. Oui. C'est prêt à être livré. Garde. Ça L'engouement décolle pas. L'engouement n'est pas là du tout, là. Non. Mais comment on peut recréer ce momentum-là? Oh. Parce que le véhicule est arrivé au moment où je sais que le véhicule n'était pas éligible, là, au crédit. Mais où la balloune dégonflait. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il s'est vendu des véhicules électriques non éligibles parce que c'était effervescent. Ouais. Tu sais. Ah non, là, Non, c'est vraiment pas une bonne période. Tu vois, regarde, Ioniq 6, ils en ont vendu 59. Ils en ont plus. On dirait qu'ils mettent plus d'énergie là-dessus. Puis ça m'amène un peu à parler de Kia. Qui arrive Là, avec une EV4. Un EV3 aussi. Un V5 aussi. Oui. Ben, ils ont déjà le V6. Oui. Il manque le V7, le V8, puis il y a le V9. EV1, EV2. Ouais, mais EV2 va être dévoilé la semaine prochaine. Bon, tu vois. Là, c'est le EV5 qui ne sera pas vendu aux États-Unis, mais vendu juste au Canada. Ouais. OK. Mais là, êtes-vous sûr encore que vous voulez le vendre au Canada? Parce que je ne sais pas si les acheteurs vont être suffisamment nombreux pour justifier que tu amènes ce véhicule-là juste au Canada, là. Ouais, mais... On dirait que je suis sceptique. Ben, je suis sceptique. Il y a Jean-Denis qui dit, Vaux vient de sortir une pub qui donne 12 000 de rabais sur des ID4. Oui, il donnait 14 000 là. Ouais. Non, ils ont besoin d'en donner des rabais. Là. Il n'y a personne qui achète ça au PDSF. Là. Non. Ils sont collés avec. Là. Ouais. Puis en plus, c'est un véhicule qui a une réputation assez houleuse en termes de fiabilité. Là. Ouais. Fait que ça va moyen. Puis il y a eu un reportage à la facture que ça a fait mal aussi. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Puis Audi Q4, ça a été la même chose aussi, le e-tron. C'est un peu la même affaire. Ouais, c'est un peu la même affaire. Bon, revenons à Kia, parce que là, Oui. je m'en vais la semaine prochaine au EVD à Barcelone, ce qui veut dire d'ailleurs qu'on va peut-être faire un live jeudi soir si tout va bien, sinon vendredi, on verra. Là. À voir. Mais bref, c'est une journée de dévoilement de véhicules électriques qu'ils font de ce côté-là, où ils vont officiellement dévoiler la berline EV4. Format de la Kia K4, mais en tout électrique. Il y a aussi... demandé ça? Ben, écoute, Hyundai a une Ioniq 6. Puis Volkswagen a une ID7. Non, ils n'en ont plus. Ouais, ben pas chez nous, mais en C'est Europe, ça. oui. Ouais. Mais, je te parle d'ici, là. Ouais, fait que j'ai très hâte de voir. Moi, je pense qu'ils vont juste nous amener la damnée berline, puis que le beau modèle hatchback, ils vont le garder pour l'Europe, Ben c'est oui. bien. Comme ils ont fait avec la nouvelle K4, parce que la K4 hatchback est Elle magnifique. existe, bien sûr. Ouais. Mais d'après moi, ils vont amener ça Mais chez les nous. compagnies de location à court terme aux États-Unis n'en voulaient pas de la hatchback. Non, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire En fait, l'acheteur de... Christian, il ne devrait pas avoir de neige à Barcelone. D'après moi, ça va être plus tranquille. Hein? Ouais. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir tous les efforts qu'ils mettent là-dedans. Puis, tu sais, moi, je regarde plusieurs autres marques prendre un break, là, tu sais. Ouais. OK, on slack, le Volkswagen, plus d'ID7, c'est terminé. Ouais, les ventes de berline, ça plante. Tu sais, on réévalue tout ça. Mais là, c'est comme si on était chez Kia dans un tunnel fermé, puis on fonçait droit vers le pas de lumière au bout. Là, ben, en tout cas, parce que là, ils vont dévoiler une fourgonnette électrique qui s'appelle la PV5. Oui. Moi, j'ai déjà vu, tu sais, le concept. Ben, j'ai le feeling que ça va être un peu un format rondeau à l'électrique. Ouais. Je pense pas que c'est aussi gros qu'une Carnival. Mais le concept était quand même assez gros, là. Ouais, mais c'est-tu ça? Tu sais, je ne sais pas. À suivre. Puis ils vont présenter le EV2 Concept, qui va être une micro-voiture. Ça, on ne l'aura probablement pas. Mais, en tout cas,
On va aller puis là, je vais avoir la chance de conduire la EV3 puis la EV5 sur place. OK. Alors, à suivre. Tu sais, on va pouvoir... il va y avoir... Puis c'est le fun, hein? Une autre marque avec juste des chiffres. Après Ouais, Tesla, des chiffres et des lettres. Ouais. Ouais. Après Tesla, Hyundai, pourquoi pas Kia qui a juste des chiffres? Ouais. Ben, ça nous prenait ça. Oui. Ouais, parce que les noms comme Forte, Seltos, Ouais. tout ça. Alors, Borrego. non. Oh, tu as sorti un beau. Amanti. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que voilà. Écoute, je peux vous parler rapidement de la brochure, mais le temps file. Ça fait quand même 1 heure et... je vais vous parler de technologie. Ah oui, quand Hein? on était fiers de l'ABS. On était fiers de l'ABS et de la sécurité de nos fourgonnettes pour nos enfants. C'était la Pontiac Transport avec ses fameux panneaux de polymère qui étaient incassables et qui ne rouillaient pas. Cette époque où les jantes à 3 rayons étaient Ouais. populaires. Ben, d'ailleurs, on dit ici, Pontiac règne sur les routes les plus diversifiées du Canada. Les lacets montagneux, les longues lignes droites en forme de flèche, les grandes avenues. Notre rang, nous le devons à un design audacieux, à des performances dynamiques et à un engagement total envers la sécurité. Bon. Pontiac, la passion de conduire. Oui. Et c'était l'année 1995 où on dévoilait ceci. La Sunfire. La Sunfire de Pontiac. Avec un 2.2, une automatique 3 vitesses. Ou la Gran-Am. Je dis Gran-Am parce que j'aime ça entendre les gens dire une Pontiac Ils disent moins que... Ils disent moins qu'à une certaine époque. Oui, évidemment, le turquoise était de mise. Le turquoise et le mauve étaient de mise. Il n'y avait pas beaucoup de gris, noir, blanc, hein? Je regarde ça, là. J'avoue que turquoise et aubergine... Quand même, hein? Et ils en ont vendu beaucoup, des turquoises et des aubergines. Et je sais pas si on illustre là-dedans le fait que tu pouvais avoir avec la Sunfire non, hein? Il y avait la possibilité d'un habitacle turquoise ou rouge, Ah là. oui, mais c'est très peu documenté, ça. Ouais, y a pas, on le voit pas vraiment. Il y a pas, ouais. Une grande dame GT. Un grand dame, il y avait plus de détails. Vous maîtrisez le volant. Vous maîtrisez beaucoup de choses. Bon, la Firebird, évidemment. Qui était une belle voiture. Ouais. Franchement, Ou comme disait le petit gars de PFK, une Transam. une Transane. Une Transam. Et là, je passe les pages. Oui. Un Grand Prix. Qui commençait peut-être à vieillir un peu. Ouais, ben là, t'étais des dernières années, parce que le nouveau modèle, c'est Parce que là, 97. il commençait à être... Ça, c'était laid. Une affaire très effrayante. laid, Ça, c'était vraiment laid. Là. Un Grand Prix 4 portes, là, Ouais. faisait dur. C'est toute la même vache. Partager la Grand Prix avec la famille. Hein? Partager la Grand Prix avec votre famille. Ouais, c'est ça. Ah, écoute, là, il y a la Ça bonne se dit ville. mal une Grand Prix, hein? Oui, c'est sûr. Une technologie qui vous place loin en tête. Ça aussi, ça se dit mal. Oui. C'est bien traduit. C'est ça, ça n'a pas du tout été conçu en anglais et Non. traduit Pas en tout. dans des bureaux à Toronto. Non. Plus à Oshawa, je te dirais. Plus à Oshawa. Oh, le double pare-soleil. Oui. Et ça me fait beaucoup rire, le double pare-soleil. Parce que il n'y a qu'un seul soleil. Oui. Non. C'est sûr. Il peut pas être et devant et sur le côté, le soleil. C'est un ou l'autre. T'as quand même un bon point. Merci. Et il y avait ça dans le dernier Mercedes GLE aussi, le OK. double pare-soleil. Ah, la tasse pas refermable. La tasse pas refermable. Ça devait faire des beaux dégâts dans la mini-fourgonnette. Et, tu sais, Où la place abondante, Et mais qu'un des avantages. j'apporte votre attention sur les porte-gobelets intégrés au dossier des sièges. Parce que tout le monde sait que tu rabattais à plat le siège en avant de toi pour mettre ta tasse à café dedans. Et Chevrolet et GM se vantaient à l'époque d'avoir 14 porte-gobelets dans leur fourgonnette Oui, grâce à ça. À la verticale. Mais c'est ça. Ça allait mal de mettre ta tasse de même. Et tout le monde sait que les enfants de 4 ans, assis à la troisième rangée, boivent Regarde. beaucoup de café. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Réponse à la charade était facile, là, tout le monde l'a eu. Oui. Mon premier est l'action de trier, tri. Mon second est un baiser moins romantique, bec.
Et mon troisième et la première voyelle A, alors c'est Tribeca, c'est le VUS japonais de fabrication américaine qui est totalement différent d'un Ascent, ça n'a rien à voir, Germain. Ben, c'était pas mal différent, là, oui. C'est ça. Okay. David qui dit, allez hop, cascade. Ça, c'était l'époque de André-Philippe Gagnon qui faisait des publicités avec la Beretta. Voilà, c'est dit. Merci tout le monde d'avoir été là. On se Bonne retrouve soirée. probablement la semaine prochaine, mais on ne sait pas quand encore à suivre. Allez voir sur YouTube. Nos vies sont si trépidantes, nous ne savons pas à quel moment nous nous retrouverons. Mais Le suspense est grand. Mais je retiens surtout que tu as comparé l'intérieur de ma Pacer à celui d'une série 3 de l'année. Je t'en remercie. C'était à peu près la même couleur. OK, bye.